Écoutez, il y a une personne qui m'a défini. C'est cet auteur catholique qui s'appelle Agel. Et il s'est permis de dire ceci. Franju, comme Buñuel et Vigo, touchent le bois de la croix. Je ne l'ai jamais touché. Et je ne le toucherai jamais. Voilà ce que j'appelle une mauvaise définition. Quant à l'originalité, pour moi, elle n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'origine. Vous êtes d'abord breton. Oh oui, bien sûr. C'est mon côté têtu. Vous êtes né en 1912 à Fougères, vous êtes breton. Vous avez d'ailleurs un peu la carrure du breton physiquement. La carrure, je suis malin, je suis petit. Mais en même temps, vous êtes effectivement très nerveux. Vous avez l'instabilité, la vivacité du nerveux. Il n'y a pas plus bourgeois que moi. Vos origines sont bourgeoises? Oui. Il y a aussi un côté chez vous, disons, d'anarchiste tendre. Il y a un certain nombre de contradictions, de paradoxes très attachants. Mon anarchisme tendre vient de ceci. C'est que un jour, comme mon sens, comme on dit, de la poésie et du surréalisme, c'est que mes parents avaient une grande propriété en Bretagne et il y avait dans cette propriété un côté ruiné. Dans ce côté ruiné, il y avait une armoire Louis XV. J'ajoute que mes parents habitaient en lisière de la forêt de Fougères, où j'avais l'habitude de voir des champignons. Or, j'ouvre cette armoire Louis XV et j'aperçois dans cette armoire, alors que ma mère n'était pas là à ce moment-là, un champignon vénéneux. C'est ça mon éducation du surréalisme. Un champignon n'est pas fait pour pousser dans une armoire Louis XV. Vous avez rompu assez tôt d'ailleurs avec votre famille, vous êtes venu à Paris. Je n'ai pas rompu avec ma famille, non. J'adore toujours ma mère qui a 85 ans et qui est charmante. Vous avez la gouaille du titi parisien. Pourquoi on dit ça? Je ne sais pas, justement. J'ai horreur de ce genre-là. Je n'ai pas le respect ni du clochard ni de la putain et je suis d'extrême gauche. Je ne comprends pas pourquoi on bâtit toute une littérature, je vous parle de mes amis les plus chers. À propos, je n'ai jamais connu de putain tendre et de clochard philosophe. Ce sont des choses qui n'existent pas. Les putains sont des imbéciles et des clochards sont des cons. On vous a fait une espèce d'auréole de réputation, de légende, disons, Franju, c'est l'homme qui déteste les curés, les flics et les militaires. Ah ça oui. Alors celle-là est bien établie, elle est formelle et elle tiendra toujours, parce qu'ils sont parfaitement nuisibles. Dans tous les personnages de François Mauriac, le personnage le plus indigne est le personnage de l'homme qui croit. Il y a deux personnages chez François Mauriac, celui qui croit et celui qui doute. Moi, je crois à celui qui doute chez François Mauriac. Est-ce que cette réputation qu'on vous a fait d'anarchiste et de surréaliste suffit à vous expliquer, à votre avis? Pas du tout. Ça, d'abord, moi, comment voulez-vous que je m'explique? Ça n'est pas à moi de le faire. C'est aux critiques. Mais comme les critiques sont des cons, et que les critiques sont incapables d'expliquer quoi que ce soit, et qu'on n'a jamais vu ni dans la littérature française, ni dans le cinéma français des critiques valables, à partir du moment où un critique fait un métier d'analyste, et qu'un créateur, bon ou mauvais, fait un métier de composition, on ne fait pas le même métier. Par conséquent, nous ne parlons pas de la même chose. Qu'est-ce que pourra dire un critique d'un bonhomme qui a fait une rose et que l'homme s'appelle Renoir? Il pourra dire qu'elle est faite avec du rouge et du blanc. Et qu'est-ce que pourra dire un critique qui parlera de la tournesol de Van Gogh? Il pourra dire qu'il est fait avec du vert, du bleu, du rouge, etc. Et qu'est-ce qu'il pourra dire d'une pomme de Cézanne? À partir du moment où il finira son analyse, c'est à ce moment-là que la beauté commence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un critique? À l'époque de Proust, le critique c'était Proust. À l'époque de Baudelaire, le critique c'était Baudelaire, c'était pas Sainte-Beuve. Vous avez réalisé votre premier court-métrage intégralement en 1948, je crois. Donc à 36 ans, vous êtes venu un petit peu tard à la réalisation, mais vous avez fait des choses très intéressantes avant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ces débuts que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas? D'abord, j'ai fondé la Cinémathèque avec Langlois, avant la guerre, c'était en 36. En 38, avec Langlois, j'ai fondé la Fédération internationale des archives du film, dont je suis devenu secrétaire général. Je vous coupe, vous avez, je pense, été tout de suite émerveillé par le cinéma. Enfin, le cinéma a dû marquer votre enfance, votre adolescence. Bien entendu. Mais ce qui m'a émerveillé, c'est pas Méliès, c'est Zeka. Et personne n'en parle. On parle toujours de Lumière, mais c'est Zeka le grand, c'est Zeka. Bon. Et ensuite, alors, après l'occupation, toujours la Fédération internationale des archives du film, et après, l'Institut de cinématographie scientifique, pendant 7 ans. Avec Pinlevé. Avec Pinlevé.
Alors, au cours de mon septennat, avec Pain-Levé, j'ai réalisé Le sang des bêtes. Qu'est-ce qui a pu vous attirer au cinéma scientifique? Est-ce une rencontre? Mais non, c'est pas une rencontre, c'est que moi j'admirais beaucoup Pain-Levé, et je continue d'ailleurs de l'admirer. Oui, c'est un grand bonhomme. C'est un grand bonhomme, qui a très mauvais caractère, mais c'est un grand bonhomme. Et alors je voulais travailler avec ce gars-là, et puis refaire cet institut de cinématographie scientifique qui était tout de même un peu boiteux. Et qui avait sûrement peu de moyens. Et puis faire reconnaître que l'autorité de Jean Pain-Levé était considérable, oui, et que le talent de Jean Pain-Levé était énorme. Et alors j'ai continué avec Jean Pain-Levé, et puis il a bien fallu, puisque je ne pouvais pas m'occuper de l'Institut et puis de faire des films, alors nous sommes séparés, et puis j'ai continué de faire des courts-métrages. Oui. Mais je ne voulais pas tellement faire du cinéma, je voulais faire un film. C'est ça. Je voulais faire Le sang des bêtes, c'était précis. Oui, et c'est le succès du sang des bêtes qui vous a décidé à faire le saut. Un succès, ben oui, et le succès a été quand même important. Et puis alors, bon, je me suis pris au jeu, et puis j'ai continué. De toute façon, j'étais fait pour faire de la création, alors que, et Langlois m'a toujours dit, alors que Langlois était fait pour faire de la conservation. Oui. Vous aviez commencé en 1934 un film sur le métro. Mais il fallait bien que je gagne ma vie. Oui. Mais écoutez, moi quand j'ai fondé la Cinémathèque avec Langlois, je pointais au chômage, moi j'ai jamais eu de famille riche. Parce que cette histoire que je vous raconte des propriétaires terriens, il est loin à se passer. Mais en 1936, moi je pointais au chômage, et j'avais demandé à Germaine Dulac, qui m'envoyait à comment s'appelle-t-il, ce gars qui dirigeait la radio à l'époque, à Marceau-Pizère, parce qu'elle connaissait tout le monde, des trucs pour que je ne puisse pas pointer un certain jour, alors que j'étais à la Cinémathèque française. C'est très simple. Moi, j'ai toujours gagné ma vie, et d'ailleurs, je n'ai aucun respect pour les gens qui ne la gagnent pas, et qui ne se font pas payer pour la gagner. Et voilà. Ce n'est pas facile de gagner sa vie en faisant des courts-métrages, et pourtant vous avez fait Mais non, une puisque carrière. j'avais l'Institut en même temps. Oui. Voilà, j'ai eu l'Institut en même temps. Puis un beau jour, ça a craqué, parce que Pain-Levé, évidemment, on avait un peu assez, parce que je ne m'occupais pas assez de cet Institut. À la suite du sang des bêtes, vous avez donc réalisé un certain nombre de courts-métrages très célèbres, comme Hôtel des Invalides, Le Grand Méliès, etc. Tout de même, cette carrière dans le court-métrage, j'en suis frappé, correspond à la grande période du court-métrage français. Ah, absolument. C'était la grande période. C'était ça, la nouvelle vague. Vous avez marqué vraiment cette époque avec plusieurs films remarquables. Oui, bien sûr. Mais ça c'était une vague. Bien absolument. sûr. Il n'y a pas de nouvelle vague, et je la conteste. Il n'y a pas de nouvelle vague dans le long-métrage. Par contre, il y en avait une dans le court-métrage. Nous étions plusieurs. Il y avait René, il y avait Fabiani, il y avait notre ami Mitry, il y avait Yannick Bellon, il y avait mon ami Georges Rouquier. Il y avait beaucoup de monde. Ça faisait plusieurs personnes. Et oui, et ça, c'était une vague, c'était un courant, car le documentaire français était très prestigieux. Mais ça, vous parlez de documentaire à l'époque de Henri Claudel, qui dirigeait le service cinéma au Quai d'Orsay et qui a toujours servi le cinéma de prestige. Après tout ça a dégringolé. Mais si on parle des vagues, il y en a d'autres. Il y a la première, la deuxième avant-garde française qu'on connaît bien. Il y a l'école néo-réaliste italienne et puis le documentaire français. Et la nouvelle vague, c'est-à-dire le cinéma social de 1936, avec Renoir, Carnet, même Duvivier faisait de bons films. C'était ça, une vague. Une vague, c'est un mouvement. C'est pas un gars, une vague. Oui. Est-ce que tout de même, lorsque vous considérez cette carrière de court-métragiste avec du recul, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'avez pas été limité par vos moyens? Mais non, pas du tout. On n'est pas limité par des moyens à partir du moment où on fait des films industriels. On est limité par une question. Mais à partir du moment où vous avez une question qui vous est posée, et si cette question n'est pas valable, vous la refusez. Mais c'est tout. J'ai toujours fait des films de commande. Mais c'est important, une commande. C'est aussi important que si on impose à un peintre un espace pour faire une peinture. Si on lui dit vous payez sur tous les murs de Paris, il va faire quelque chose de très moche. Mais le secret de la peinture de Chevalet, c'est que c'est réduit. Même la fresque a besoin d'un mur. Il faut une discipline. Et à partir du moment où on a une discipline, on risque de faire éclater le sujet, d'aller plus loin. L'exemple le plus formel, je parle d'un film de commande qui est vraiment de commande, c'est Les Poussières. Dans Les Poussières, il s'agissait de traiter le fait qu'il fallait que les ouvriers se protègent dans les usines, dans les endroits empoussiérés, à cause des émanations de silice, contre ces émanations avec des masques. Bon. Or, les masques, on ne peut pas les mettre parce que c'est intolérable. Alors, on m'avait demandé de faire un film de sécurité, mais
comme je ne peux pas séparer la notion de sécurité de la notion du danger, au lieu de faire, comme a dit d'ailleurs le président de l'association qui s'appelle l'Institut national de sécurité, au lieu de faire un film technique et de dépoussiérage, j'ai fait un film romantique et d'empoussiérage. Mais ça a été un grand succès à l'Institut de sécurité, parce qu'on le voit. C'est dangereux, la poussière. Si on dit que tout va bien... D'ailleurs, quand on fait